Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Wi-Fi dans votre logement parce que, vous le savez, on a tous de plus en plus, que ce soit des smartphones, tablettes, ordinateurs portables, équipements connectés, alors télé connectés, consoles, etc., qui, dans certains cas, ont besoin de Wi-Fi pour se connecter à Internet ou se connecter à d'autres équipements dans votre logement. Et c'est super important d'avoir un équipement, une installation réseau Wi-Fi digne de ce nom pour accueillir tous ces appareils. Non seulement par rapport à la quantité d'appareils, évidemment, mais aussi par rapport à leur débit, parce qu'il y a beaucoup d'appareils qui ont besoin de gros débits. Si vous avez des kits Wi-Fi un peu anémiques, vous aurez forcément des soucis soit de latence, soit de débit. Je vais pour cette vidéo m'appuyer sur le kit de chez TP-Link, le Deco M9+, qui est un kit Wi-Fi Mesh. Mais dans cette vidéo, je souhaite vous partager un peu plus que juste ce kit. Donc je vais vous donner les billes pour choisir, en tout cas pour avoir une idée de quel kit vous correspond ou pas, parce que peut-être que ce kit que je vais vous présenter, donc l'objectif de la vidéo c'est aussi de le tester, peut-être que ce kit ne vous conviendra pas, mais au moins j'espère qu'à l'issue de la vidéo, vous aurez compris exactement ce que vous cherchez, quelles sont les caractéristiques de ce que vous cherchez, et donc qu'est-ce que vous devez acheter en termes de marque ou en termes de technologie. Évidemment, ça va pas être une vidéo basée uniquement sur la technologie Wi-Fi, ça va être une vidéo basée sur la rénovation de mon logement. J'ai changé, donc la partie Wi-Fi était gérée historiquement par ma Livebox Play de chez Sosh, de chez Sosh Orange, Wi-Fi N, etc., extrêmement basique, avec des endroits où je captais pas bien, par un kit Wi-Fi Mesh, donc TP-Link. Je vais vous expliquer pourquoi, comment j'ai procédé à l'upgrade, qu'est-ce qu'il faut faire attention en particulier en termes de fonctionnalité, donc qu'est-ce qu'il y a en termes de fonctionnalité qu'il faut voir sur ce type de kit, qu'il faut absolument faire attention en tout cas à voir, ce qui peut être intéressant. La vidéo va être forcément longue, puisque dans cette vidéo je vais non seulement déballer, mettre en route, configurer, etc., et puis vous présenter les applications, que ce soit l'application web ou l'application smartphone de ce kit-ci, mais aussi vous parler du Wi-Fi, des technologies Wi-Fi, de l'apport du Wi-Fi Mesh, différence avec les répétiteurs et compagnie. Donc vous aurez en description de cette vidéo YouTube, donc dans la partie description, vous aurez la section sommaire, que je fais de toute façon à chaque vidéo, un sommaire horodaté avec toutes les sections de la vidéo, de manière à ce que vous puissiez cliquer sur les sections qui vous intéressent. Vous pouvez passer, moi ça ne me dérange pas, vous pouvez passer évidemment les sections que vous trouvez trop longues ou qui ne vous intéressent pas. L'objectif c'est aussi que vous trouviez du contenu qui vous intéresse, donc n'hésitez pas à aller le consulter. Tout de suite, on va partir quelques mois en arrière, le moment où j'ai reçu ce kit. Donc on commence avec le déballage et la première mise en route, et puis ensuite on se retrouve à l'issue de cette séquence-là, et là je vais vous expliquer comment maintenant je l'utilise, comment il a été configuré chez moi, et quel est l'apport que j'ai en tout cas sur mon installation domestique. Alors tout de suite au début de cette vidéo, je tiens à vous préciser que ce kit TP-Link m'a été expédié gracieusement par TP-Link, qui m'a sollicité. C'est pas souvent que j'ai des propositions aussi intéressantes et qui tombent surtout aussi bien, puisque j'avais fait une shortlist de, on va dire 3 à 4 marques concernant les kits Wi-Fi que je voulais installer dans ma maison, donc j'étais quasiment prêt à acheter, quand une personne de chez TP-Link m'a sollicité pour me demander si ça m'intéresserait de tester leur kit grand public, on va dire. Donc c'était pas forcément le premier choix en termes de modèle, par contre TP-Link était dans ma liste, puisque je suis déjà équipé de toute façon dans mon logement de produits TP-Link, dont je suis hyper content. Donc ils étaient directement dans ma liste, en plus on me l'avait conseillé autour de moi. Donc j'avais TP-Link, Netgear, Linksys, et puis en choix 4, j'avais Synology. Et mon choix final s'orientait vers Ubiquiti. En tout cas, ce sont les 5 marques que je pourrais vous conseiller, en tout cas qui moi m'intéressent, si vous voulez vous équiper en routeur, réseau Wi-Fi et compagnie, très sérieuses et qui font des produits de qualité. Donc ici, dans mon cas de figure, c'est TP-Link, ils m'ont proposé d'envoyer ce kit-là qui est en plus très intéressant puisqu'il est équipé de 3 modules qui sont parfaitement similaires, donc du coup pour le déballage ça va aller vite puisque je vais vous en montrer un, les 3 autres sont les mêmes. Ce sont des kits Wi-Fi Mesh et je vous le dis tout de suite, c'est des produits qui sont alors à la fois assez haut de gamme, c'est des produits qui étaient commercialisés il y a encore un mois, on va dire quelque chose comme ça, autour des 400 €, maintenant on le trouve très facilement sur Amazon à 300 €, ça peut paraître cher mais ça fait quand même que 100 € le module, quand vous y réfléchissez, donc c'est pas si cher que ça si vous comparez à la concurrence, et puis il a un tas de petites fonctionnalités super intéressantes qu'on va voir dans le détail. C'est une boîte toute en carton, on voit malheureusement qu'elle est écrite que en anglais sur cette face-ci. Par contre, ici, on voit que c'est des produits qui sont quand même super puissants, puisque si vous regardez, vous avez dedans un processeur quad-core, 4 Go de mémoire flash, donc pour le stockage, 512 mégas pour la mémoire vive, donc c'est pas rien quand on réfléchit, puis vous en avez 3 quand même là-dedans, donc ça fait quand même des produits assez puissants. Il est tri-band, c'est-à-dire qu'il a un signal en 2,4 GHz et 2 signaux en 5 GHz, avec des débits de 400 Mbps pour le 2 Go 4 et 867 Mbps pour le 5 GHz x2 donc, ce qui fait un total de 2134 Mbps, et donc c'est pour ça que c'est un kit AC2200. Au passage, le tri-band est aussi utilisé pour le Wi-Fi backhaul, donc pour le lien entre les 3 modules,
ce que tous les kits ne proposent pas, donc ça c'est plutôt pas mal. Et pour communiquer, il est Wi-Fi MuMIMO, c'est-à-dire qu'il a de multiples antennes intégrées, des antennes omnidirectionnelles. Alors c'est indiqué qu'il y a 8 antennes, c'est vrai, mais il y en a une qui est réservée pour le Bluetooth et une qui est réservée pour le Zigbee, donc au final il a 6 antennes dédiées au Wi-Fi. Et puis au-delà de tout ça, vous avez des choses qui sont super intéressantes, l'intégration d'une passerelle Zigbee HA 1.2, et puis l'intégration d'une passerelle Bluetooth. Donc éventuellement, quand vous faites de la domotique, ça peut avoir un intérêt. Je sais pas si je vais aller dans le détail de ces spécifications-là dans ce test-là, mais en tout cas sur le long terme, vous en verrez probablement essayer ces fonctionnalités-là, parce que c'est quelque chose qui est plutôt intéressant. Donc en gros, vous avez ceci dans la boîte, c'est 3 fois le même produit, mais vous avez évidemment des boîtes qui en contiennent 1 ou 2, si vous n'avez pas besoin d'en avoir autant. Et puis c'est un produit grand public, donc il a une application Android et une application iOS. Voilà, je vous mets le reste de l'emballage. Vous voyez ici l'arrière, malheureusement il est tout en anglais. Vous voyez ici que c'est respécifié qu'il est compatible Zigbee, Bluetooth et Wi-Fi évidemment, puisque c'est quand même un kit Wi-Fi Mesh. J'ai vu aussi ici voilà qu'il est compatible Alexa et IFTTT. Alors j'ai un compte IFTTT, je n'ai pas d'Amazon Alexa pour vous faire le test. Et surtout, il a HomeCare, donc antivirus et contrôle parental gratuit pendant 3 ans, et une garantie 3 ans. Donc c'est plutôt un produit, on va dire, assez haut de gamme, et puis de toute façon, dès le carton, on voit qu'on a affaire à quelque chose de plutôt sérieux. Alors dans le kit, quand vous l'ouvrez, voilà à quoi ça ressemble. Donc vous avez déjà les deux produits. Alors moi, je les voyais un petit peu plus petits, pas qu'ils soient très gros, mais je les voyais un petit peu plus petits, et puis voilà à quoi ça ressemble, c'est très joli. Vous avez déjà les 2 premiers modules qui sont présents ici. Donc si je sors un des modules, vous voyez qu'il est protégé ici par un petit plastique donc de protection. Vous avez 2 ports Ethernet, un port USB dont je vous spécifierai ensuite l'utilité, et ici évidemment l'adaptateur secteur qui permet de l'alimenter. Voilà, le produit en lui-même est plutôt sympa en termes d'aspect esthétique. Vous voyez la petite vaguelette ici qui fait, je trouve, tout son charme, plutôt qu'avoir un truc tout lisse et simpliste, ça donne un petit aspect un petit peu esthétique, joli. Le nouveau logo TP-Link, enfin nouveau, je sais pas depuis combien de temps ils l'ont, mais en tout cas mes produits ne l'avaient pas. Vous avez sur le dessous, alors j'en ai profité pour cacher le numéro de série et l'adresse MAC, mais vous en aurez peut-être besoin lors de l'inscription. Vous avez donc le bouton Reset, pour remettre à zéro le produit, les 4 patins en caoutchouc, alors beaucoup de produits seraient peut-être suffi d'un plastique moulé, mais pour éviter que ça glisse, pour éviter que ça bouge, etc., vous avez 4 patins en caoutchouc, et puis la grille de ventilation, parce que c'est un produit qui va chauffer quand même un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu, donc pour qu'il ait un peu d'air frais. Ça peut être intéressant de le fixer au mur, il n'y a rien qui est conçu pour le fixer au mur, c'est vraiment un kit qu'il faut poser quelque part sur un bureau. Pourquoi pas, hein, il est pas si gros, il est plus gros que ses petits frères, les M5 et M4, mais bon, il peut pas être fixé au mur, c'est un petit peu dommage. Chaque module, c'est la même chose, donc vous avez ici le deuxième module, c'est strictement le même. Vous avez le troisième module. Voilà, qui est à nouveau exactement le même. Donc tout ça pour vous dire que si jamais vous avez besoin de vous équiper, vous pouvez en acheter un, vous pouvez ensuite en acheter un autre, vous pouvez acheter un kit de 2 ou acheter un kit de 3 en fonction de vos besoins, et puis les produits vont s'appairer ensuite progressivement en fonction de vos usages, vos besoins et l'évolution de vos besoins. Donc déjà ça c'est plutôt intéressant, ça vous permet de penser à l'avenir. Vous n'êtes pas obligé d'investir tout de suite dans un kit de 3, commencez peut-être par 2 en fonction de vos besoins. J'ai oublié de préciser aussi, et c'est intéressant, que ce kit est donné pour des logements de 600 m². Je sais pas qui vit actuellement dans 600 m², moi en tout cas je pense que jamais de ma vie je pourrais vivre dans un logement de 600 m², même si on considère plusieurs niveaux, plusieurs étages. Peut-être que c'est intéressant si vous avez par exemple des trucs du genre chambre d'hôte, etc., d'en mettre pas mal pour que vos clients, même si vous avez du réseau professionnel pour l'hôtellerie, des choses comme ça qui sont peut-être plus intéressants, mais en tout cas pour que vos clients aient accès à internet en fait sans avoir accès à votre réseau wifi à vous. Donc ça peut être intéressant, mais en tout cas je sais pas si vous allez aller au-delà de 3 modules de toute façon. Déjà là vous couvrez environ 600 m² avec ce type de produit. Alors on a aussi dans l'emballage un câble RJ45 plat. Ce câble réseau plat, il est prévu pour être branché sur au moins un en tout cas des produits, puisque la connexion peut se faire en mèche avec le reste, mais au moins un des produits est à relier sur votre box internet pour avoir au moins une première connexion de qualité, une première connexion réseau de qualité avec votre box pour que ce réseau puisse être ensuite réparti en Wi-Fi sur tout votre logement. Voilà. Ensuite, pour les autres équipements, vous pouvez soit les relier en Ethernet ou pas, je vous montrerai. Moi, je vais tous les relier en Ethernet parce que c'est la voie royale. Pas besoin d'avoir de pont Wi-Fi entre les produits. Ils vont émettre un SSID unique, donc ils vont créer un réseau Wi-Fi unique. Mais en eux-mêmes, ils seront reliés en Ethernet et donc auront le maximum de débit possible. C'est surtout intéressant, c'est d'ailleurs si vous avez la fibre ou des choses comme ça,
C'est plutôt intéressant. Ici, vous avez un petit carton que j'ai décollé d'ailleurs, qui a le guide de démarrage. Ce petit guide est en français, page 9. Ici, vous avez comment le démarrer. Alors évidemment, il n'y a rien du tout parce que tout se passe dans l'application mobile, donc c'est vraiment le petit guide rapide. Vous le branchez, vous le mettez sous tension et vous allez dans l'application mobile. C'est tout ce qu'il y a à décrire en fait, puisque c'est le principe de ce kit, c'est d'être vraiment ultra accessible pour n'importe qui. Voilà, et puis il reste dans le carton 3 fois la même chose, à nouveau, puisque évidemment c'est un pack de 3. Et ce truc, c'est l'alimentation secteur. Donc vous avez 3 fois une alimentation secteur. Alors à nouveau, on le voit tout de suite quand on déballe quand on ouvre le carton du produit, que c'est des produits de qualité, parce que, bah voilà, quand on voit le bloc d'alimentation, on voit que TP-Link ne se moque pas de vous. Donc un joli bloc d'alimentation, je vous donne les spécifications ici. C'est du 12 volts, 2 ampères. Avec le connecteur ici, câble moulé pour éviter d'être arraché si jamais vous tirez volontairement ou involontairement sur le câble. Voilà, vous avez juste ça à relier et puis on est parti. Je vais utiliser tout ce qu'on m'a donné, c'est-à-dire j'ai le câble ici Ethernet que je vais brancher sur mon... Alors que vous pouvez pas voir, mais je vais brancher sur mon switch TP-Link. Alors on a du câble d'alimentation pas mal, on est sur du 1m80 je pense en longueur, en tout cas c'est sympa en termes de longueur. Pareil pour le câble réseau. Bon, c'est un câble plat, ça va pas aller chercher bien loin, mais c'est suffisant pour brancher votre routeur TP-Link. Donc moi je vais le brancher sur celui-ci. L'autre truc qui est un petit peu contraignant, c'est cette alimentation sur le TP-Link. C'est une alimentation déjà un fil Certi, etc. Donc une alimentation à longueur définie, mais en plus ils sont passés sur du 12 volts. Ce qui est embêtant parce qu'initialement ce kit-là, enfin dans les versions précédentes, était un kit en 5 volts. Et du coup ça permettait d'y brancher dessus même un chargeur USB, vous pouviez très facilement remplacer en tout cas cette alimentation là. Maintenant que c'est une alimentation 12 volts, vous voyez qu'elle est beaucoup plus volumineuse. Donc je vous montre sur une multiprise à quoi ça ressemble. Vous voyez que moi c'est pas gênant parce que je l'ai orientée vers l'extérieur, donc elle ne bloque aucun port. Ça c'est très bien, ils ont conçu au moins un truc, même si elle est très asymétrique. Vous voyez qu'elle est orientée que d'un côté, de manière à ce que ce qu'elle ne mange pas la prise à côté. Donc ça c'est très bien pensé. Par contre c'est du spécifique, donc format non USB, propriétaire, 12 volts et compagnie. C'est un petit peu dommage. Je sais qu'ils ont sorti des gammes chez TP-Link qui étaient en USB, donc plus standardisé, où on pouvait remplacer le chargeur et compagnie. C'était mieux. Bon c'est comme ça pour cette génération là. C'est bien fait au niveau de la prise, mais c'est pas idéal. Ça prend quand même de la place et vous voyez que si vous avez une petite prise ou une prise murale, c'est pas forcément idéal d'avoir quelque chose d'aussi long. À faire ça, moi je préfère ce type d'adaptateur, vous voyez, alors peut-être plus compact forcément parce que ça consomme pas autant, mais avec la prise ici que vous pouvez brancher sur une multiprise ou une prise murale, et ici le transformateur, c'est moins contraignant qu'avoir ça branché directement sur une prise de multiprise. Voilà, moi j'aurais préféré ça, quitte à faire un truc un peu volumineux, ça aurait été plus sympa. Un truc que je juge aussi super important à connaître, c'est la consommation de ces modules. Donc ici on est en phase de démarrage, le module consomme 5 watts. Et là maintenant on voit une consommation d'environ 8 à 9 watts. Alors ça peut varier en fonction de la charge, etc. Moi je vous dis entre 8 et 9 watts. J'ai vu des fois descendre à 6. Comptez plutôt sur 8 watts pour un module en activité. Alors c'est la même consommation sur le déco principal et sur les décos secondaires, donc ça c'est bon à savoir. Ça peut paraître pas grand chose 8 watts, mais c'est la consommation par exemple d'une Livebox. Là où par contre c'est plus embêtant, c'est que ce module là ne travaille pas tout seul, donc vous en avez 2 ou 3, donc il faut multiplier. Donc là on est quasiment aux 10 watts on va dire, donc c'est-à-dire qu'on est quasiment aux 30 watts quand on a les 3 modules en activité. Ça fait quand même beaucoup. Donc individuellement c'est très bien, c'est économe en énergie et compagnie, mais pour les 3, sachant qu'en plus eux-mêmes ne font pas grand chose, donc ils pourraient être alimentés par exemple en PoE. Le PoE c'est l'alimentation par Ethernet, ça ne supporte pas le PoE, c'est dommage, je sais pas si ça aurait été possible, mais en tout cas vous voyez que ça consomme pas tant que ça, donc peut-être que ça aurait été possible, et c'est vraiment dommage que ces modules ne soient pas un tout petit peu plus économes. J'aurais vu des modules vers 5 et 6 watts, ça aurait été largement meilleur. Bon, je suis toujours à chercher la petite bête, mais je trouve que ça fait beaucoup d'avoir 3 modules qui consomment 8 à 10 watts dans son logement, ça fait quand même une surconsommation énergétique qui est importante. Donc je le mets sous tension, je regarde. Donc ici vous avez bien une LED, petite LED jaune qui dit que le produit démarre. Et pendant ce temps-là, moi je vais aller sur le Play Store, puisque j'ai un téléphone Android, et puis je vais aller chercher l'application TP-Link. Donc l'application est ici, TP-Link Déco, on peut pas la rater, elle a le look du produit. Pour moi, c'est à la fois un avantage et un inconvénient. Pour la majorité des gens, c'est génial. Vous avez une petite application Android ou iOS, vous vous branchez dessus, et puis ça fonctionne. Je trouve quand même dommage, dès le départ, que ces produits-là n'aient pas une interface web.
quand vous êtes sur des produits réseau, c'est quand même sympa d'avoir une petite interface web pour pouvoir les piloter, moi je préfère. Mais bon, là actuellement c'est ce qui est proposé, donc c'est ce que j'utilise. Donc voilà l'application Deco, vous avez se connecter ou s'inscrire, moi je vais faire s'inscrire puisque je n'ai pas de compte, donc je crée mon compte et puis on continue l'installation. Vous recevez par mail le fait que vous devez confirmer votre adresse mail et compagnie, donc ça a l'air d'être un accès cloud pour configurer votre produit et pas une connexion directe au produit, c'est peut-être un petit peu dommage mais ça peut être pratique si vous voulez administrer à distance. Donc moi je fais cliquer ici. Maintenant j'ai mon compte TP-Link, donc tout va bien, j'ai plus qu'à commencer l'appairage du produit, donc vous voyez qu'il clignote ici en bleu depuis tout à l'heure, donc avant on avait une petite LED de jaune. Ici le fait qu'il clignote en bleu, c'était indiqué sur l'emballage là, je vous le remets si vous voulez jeter un coup d'œil, mais en gros, quand on est clignotement bleu, c'est qu'on est en attente d'appairage, enfin de configuration, donc il est prêt à l'installation. Ensuite on a une LED bleue qui ne clignote plus pour dire que l'appareil se configure, puis vert, et puis rouge si quelque chose va mal. Donc les codes couleurs sont ultra simplistes, et on va le configurer. Donc j'ai un M9+, ici à configurer. Donc vous voyez la liste des produits que fait TP-Link. TP-Link a quand même des produits de ce type-là depuis un petit moment pour le grand public. Donc c'est des produits maintenant qui sont arrivés à maturité, on va dire. Le M9+, c'est actuellement un de leurs produits les plus haut de gamme. Donc vous avez besoin donc du déco, de l'adaptateur du câble Ethernet, donc moi j'ai tout fait puisque j'ai déjà mis sous tension. Éteignez votre modem, ça je vais pas faire. Donc ça c'est si vous avez déjà un routeur, etc. Donc vous faites suivant. Branchez vos appareils, c'est fait. Vérifiez votre modem, c'est fait, je suis connecté à internet. La LED du déco clignote en bleu, c'est le cas. Alors je sais pas pourquoi ils vous font démarrer toute votre connexion internet, moi je le fais pas et je le ferai pas, mais en tout cas, voilà, c'est ce qu'ils vous font faire, ils vont faire démarrer votre connexion internet complète. Et puis là, l'application Android est en train, en Bluetooth, d'essayer de contacter le produit TP-Link, il a été trouvé. Donc c'est joli, les applications sont... en tout cas, l'application est très bien faite. Donc ici, où est-ce que je vais placer mon déco? Alors là, je vais configurer celui-là comme étant celui du séjour, donc je vais mettre séjour ou salon ou quelque chose comme ça. Je vais mettre salon. Le produit est en train de détecter quel type de connexion je peux avoir. IP dynamique, conserver l'adresse MAC. Donc ça c'est la configuration initiale d'un routeur Wi-Fi mesh, donc pour le moment pas grand chose. Donc maintenant il vous demande de créer un réseau Wi-Fi, donc pour le moment, moi historiquement mon SSID c'est Guillaume. Mais je vais éviter d'avoir deux fois le même SSID sur deux produits différents, donc ma Livebox Play et ce produit-là, donc je le renomme Guillaume TP pour le moment, mais vous verrez par la suite dans les vidéos que je vais abandonner cette SSID-là et réutiliser celui de ma box Livebox, mais il faut que j'éteigne le Wi-Fi de ma box, donc je vais faire ça dans un deuxième temps. Et ici, on met un mot de passe Wi-Fi, un mot de passe fort, puisque c'est un mot de passe pour vous connecter à votre réseau Wi-Fi, il faut quand même qu'il soit suffisamment sérieux. L'icône du déco M9 est passée verte, donc c'est bon, il est connecté, et que mon réseau Wi-Fi est créé, et puis sous mon pouce, il y a le mot de passe que j'ai saisi, qui va m'être utile pour connecter mon smartphone sur ce nouveau réseau Wi-Fi. Donc en tout cas, on voit bien le nouveau réseau Wi-Fi qui est apparu, donc Guillaume TP, et puis là, je vais saisir mon mot de passe, et puis j'ai plus qu'à faire connexion, et puis on va voir si la connexion se fait proprement. Voilà, je suis connecté, donc tout va bien. Pour finir l'installation, donc le smartphone se connecte directement au point d'accès, donc c'est fait. Maintenant, vous êtes dans la dernière étape où vous pouvez rajouter donc tous les autres boîtiers, donc les boîtiers que vous avez avec votre kit, ou les boîtiers que vous achèteriez peut-être plus tard. Moi, je vais pas le faire tout de suite, puisqu'il faut que je repense l'installation de mon logement. Faut que je rachète des switches et autres pour répartir le réseau câblé dans mon logement et pouvoir y connecter tout ça. Donc ça, je vais le faire dans un deuxième temps, donc je vais dire que j'ai fini pour l'instant. Puisque vous pouvez les rajouter à tout moment, hein. Si vous voulez plus tard rajouter ce type de boîtier, même si vous ne l'avez pas pour le moment, vous pouvez l'acheter. Et puis l'ajouter directement dans votre installation. Voilà, on voit maintenant que ici j'ai différentes informations, en particulier la liste des boîtiers qui sont connectés sur mon réseau, donc je vous referai de toute façon le tour de l'application quand j'aurai utilisé depuis un petit moment pour bien comprendre comment tout fonctionne. Et puis enfin, l'application vous indique qu'il y a des mises à jour de firmware à faire. Alors c'est très bien qu'elle les applique pas automatiquement, qu'elle vous le demande de les faire, pour éviter de couper votre réseau Wi-Fi. Donc on va le faire tout de suite. Donc évidemment là je vais en mettre à jour qu'un seul, mais faudrait mettre à jour tous les produits que j'ai reçus. Donc on voit la version de la build. Donc là on voit quand même que je devais avoir un vieux firmware, parce que quand même il y a ajout de la technologie mesh, etc. Ce qui est quand même pas rien en termes de fonctionnalité. Donc je vais télécharger le nouveau firmware. Donc la mise à jour s'est bien passée, tant mieux.
Et puis j'ai maintenant donc un Deco M9 à jour. Maintenant que vous avez vu la première mise sous tension, mise en route d'un des modules du kit Deco M9, évidemment, je le dis tout de suite parce que ça semble peut-être pas évident, mais c'est un kit Wi-Fi Mesh. Alors même si vous pouvez acheter un seul module, l'objectif de ce kit, c'est de fournir une fonctionnalité Wi-Fi Mesh. Vous voyez bien que c'est, par rapport à certains modules, je vous mettrai la photo ici, par rapport à certains routeurs Wi-Fi avec des antennes de partout, etc., vous voyez que ce sont des modules très compacts. Leur objectif, c'est vraiment de faire du Wi-Fi Mesh, donc n'allez pas acheter un seul de ces modules tout seul, ça n'aurait pas de sens. Achetez un routeur Wi-Fi AC ou Wi-Fi AX en fonction de ce que vous trouvez et de ce que vous avez besoin. Ce kit-là est vraiment... Ce kit a été conçu pour être installé en tant que kit Wi-Fi Mesh, donc achetez-en deux. Je pense que le kit tout seul, enfin la version boîte avec un seul élément, sert à étendre une installation existante. Moi j'ai procédé à l'installation des 3 autres, donc chaque module est dans une pièce, enfin un niveau de ma maison différente. J'ai 3 niveaux dans ma maison, j'ai un sous-sol, un rez-de-chaussée on va dire, mais qui est un petit peu surélevé, et puis un étage, donc 3 niveaux. Chacun de ces niveaux accueille un de ces modules. Je pense que dans mon logement, j'ai pas de maison non plus hyper grande, je pense que j'aurais pu me satisfaire de 2 modules. Celui du sous-sol est pas nécessaire, mais en fait ce qui se passe c'est qu'au sous-sol, j'ai un plancher de béton, etc. Donc c'est typiquement le genre de construction où le réseau Wi-Fi passe assez mal, ça dégrade assez vite le réseau Wi-Fi. Donc avoir un module au sous-sol c'est intéressant, puis en plus moi il est sur onduleur, donc il a une alimentation redondée, etc. En tout cas, il a la capacité de résister à une panne de courant, ce qui me permet d'avoir toujours du Wi-Fi dans la maison, même en cas de panne de courant. C'est important si vous avez des objets connectés, des caméras de surveillance, des choses comme ça qui sont Wi-Fi, même si je vous conseille d'avoir du filaire, ça peut être quand même quelque chose à prendre en compte. J'ai déjà réalisé une vidéo sur mon tableau électrique et domotique qui est au sous-sol, donc je vais pas me répéter ici, je vous renvoie vers cette vidéo. Voici ma Livebox Play avec le câble téléphonique qui vient de l'extérieur, protégé par ma parafoudre. Et au dos, vous avez ici donc le switch gigabit de la Livebox sur lequel est branché le module principal du kit Deco M9. Ce module est alimenté via son adaptateur, mais protégé par un onduleur qui à la fois alimente la Livebox et donc le module Wi-Fi, ce qui fait qu'en cas de coupure de courant, je n'ai pas de souci. C'est important d'avoir ces alimentations sur onduleur, que ce soit le Deco M9 ou ma Livebox, parce que vous avez par exemple ici ma caméra de sécurité Wi-Fi. Je souhaite que si jamais l'électricité se coupe, elle continue à être alimentée et avoir du Wi-Fi par le kit Deco M9, pour pouvoir à distance, pouvoir surveiller ce qui se passe, savoir si c'est juste une panne électrique ou s'il y a quelque chose de plus grave. De la même manière ici, j'ai le kit Deco M9 qui est branché juste à côté de mon Philips Hue. Malheureusement, j'ai pas réussi à le faire fonctionner. Ça, c'est un petit peu dommage. Et puis, au-dessus de ma Livebox, vous avez donc le switch qui répartit le réseau câblé Ethernet dans 2 pièces de mon logement, mon bureau et mon séjour, via ces 2 câbles qui montent à l'étage. Donc du réseau gigabit Ethernet câblé qui va directement sur mes 2 autres modules Deco M9. Et puis le deuxième module est dans mon séjour, sur lequel à côté il y a ma télé connectée, des choses comme ça. Voilà la prise Ethernet qui vient directement du sous-sol, donc du tableau électrique que vous avez vu. Le câble part directement sur mon Deco M9. Ici vous aviez l'emplacement où j'avais ma Livebox Play, elle n'est maintenant plus là évidemment. Voilà le deuxième module Deco M9 qui est un module secondaire. Vous voyez dessus que j'ai 2 ports Ethernet. Il y a le port Ethernet qui vient donc de la prise murale, donc du sous-sol, et un deuxième câble Ethernet qui lui, on le voit pas, mais il est branché sur un switch TP-Link qui est branché là derrière. Switch sur lequel j'ai branché tous les équipements multimédia de cette pièce, à savoir la télévision connectée évidemment, l'ampli connecté, la console. Enfin voilà, tous les produits en fait connectés qui ont besoin de débit, parce que je regarde beaucoup de vidéos en Ultra HD, donc 4K et compagnie. Tous sont connectés en filaire et passent par mon switch. Le reproche que j'aurais à faire à TP-Link sur ce switch, c'est qu'ils ont quand même enlevé une LED, qui était la LED d'activité gigabit, donc maintenant on ne sait plus si c'est branché en gigabit ou non. Mais en tout cas, quand vous avez des usages comme celui-là, à savoir par exemple, ici j'ai une mise à jour de ma console, de ma Xbox One S, que vous avez un Steam Link, qui est extrêmement gourmand en termes de ressources, donc c'est du streaming de jeux vidéo, donc c'est assez gourmand. Quand vous écoutez par exemple de la musique en streaming avec votre Squeezebox ou via votre ampli connecté, donc qui vous permet d'écouter du Chromecast ou autre, ou que vous regardez de la télévision, toujours télévision connectée d'Orange, c'est quand même intéressant d'avoir quelque chose de câblé et dans la mesure du possible d'utiliser justement les capacités de ce Deco M9, d'avoir une connexion câblée. Donc deux modules m'auraient suffi. Le troisième, je pense, est un petit peu superflu parce que j'ai que des planchers bois, etc. Donc les ondes Wi-Fi passent plutôt bien. Mais malgré tout, il améliore sensiblement, un petit peu, pas énormément, mais sensiblement, ma réception Wi-Fi à l'étage. Donc c'est intéressant quand je monte à l'étage dans mon bureau, par exemple. Je suis actuellement dans mon bureau.
avec mon téléphone portable ou mon ordinateur portable et que je ne connecte pas en filaire. Partez pas forcément sur le kit à 3 éléments qui coûte beaucoup plus cher. Si vous avez une surface au sol à couvrir de 80 m² par exemple, 2 modules normalement devraient suffire, sauf si vous avez des gros murs porteurs et compagnie. Et puis si vous avez 2 niveaux, voire 3 niveaux, mais avec des planchers autres que béton, 2 modules pourraient aussi suffire. Ensuite, pour bien comprendre ce type de kit, il faut comprendre ce que c'est que le Wi-Fi, donc le Wi-Fi AC ici, pour le comprendre par rapport au Wi-Fi N et au Wi-Fi AX, donc le Wi-Fi 4, le Wi-Fi 5, le Wi-Fi 6, c'est un petit peu compliqué, mais je vais aller pour ça sur mon ordinateur, je vais vous présenter la page Wikipédia et puis vous expliquer un petit peu comment comprendre tout ça. Ici c'est un kit Wi-Fi 5, donc Wi-Fi AC, donc c'est pas la dernière génération de Wi-Fi, mais de toute façon il y a encore pas mal de fabricants qui sont pas tout à fait mis à jour sur tous les kits. Donc vous aurez un kit Wi-Fi AC, c'est très bien en termes de débit, en termes de latence, etc. C'est du Wi-Fi mesh de qualité avec tous les protocoles pour gérer le mesh pertinent. Par contre le Wi-Fi AX en général propose quand même des débits supérieurs, donc si vous avez l'opportunité de vous orienter vers des kits AX de qualité, il faut pas que ce soit juste marketing, il faut aussi derrière que ça suive la cadence, pourquoi pas. Ici c'est un kit Wi-Fi AC mais avec des modules qui ont quand même en interne, qui ont du matériel de qualité, parce que il suffit pas d'avoir un kit AX pour qu'il soit rapide, il faut aussi en interne que vous ayez un processeur avec de la RAM, etc., suffisamment puissant pour gérer non seulement les débits d'un appareil en particulier, mais aussi tous les usages concurrents, parce que vous pouvez avoir plusieurs appareils qui en même temps ont des utilisations intenses en termes de débit, en termes de latence et compagnie. C'est des choses évidemment à prendre en compte, mais pour l'instant je veux juste vous rappeler les différentes normes Wi-Fi sur mon ordinateur. Mon objectif ici, c'est évidemment pas de vous lire la page Wikipédia, ça vous pourrez le faire tranquillement dans votre coin, c'est juste de vous synthétiser les 2-3 petites informations nécessaires pour bien comprendre ce que c'est que le protocole Wi-Fi et ses normes. En parlant des normes, d'ailleurs, le protocole Wi-Fi est normalisé par l'IEEE, qui est un institut à but non lucratif sous droit américain, donc c'est pas tout à fait ce qu'on connaît en France ou en Europe, mais en tout cas, il y a énormément d'intervenants dans l'IEEE, que ce soit au niveau des marques, mais aussi des experts dans le domaine, qui permet de normaliser ce que c'est que le Wi-Fi, que ce soit en termes de bande de fréquence ou de protocole utilisé. Le Wi-Fi, il a 4 modes de mise en réseau qui sont synthétisés ici dans la page Wikipédia, et ça a son intérêt parce que je vais parler un petit peu plus tard de répéteurs, ou de répétiteurs, et ça fait partie, c'est un des modes qui est normalisé par le Wi-Fi. En général, quand on parle de Wi-Fi, le cas normal, quand vous parlez de routeur et de smartphone, on parle de mode infrastructure. Le mode ad hoc et le mode pont sont des modes spécifiques. Ad hoc, c'est quand vous connectez en gros deux périphériques entre eux, et le mode pont, c'est pour étendre, donc pour faire le lien entre deux réseaux Wi-Fi. Le mode infrastructure, c'est lui qui intègre la notion de SSID. Donc, quand vous vous connectez à un réseau Wi-Fi et que vous tapez un nom de réseau, c'est parce que vous êtes en mode infrastructure. Et le mode répétiteur, donc on verra un petit peu plus tard, c'est pour créer un autre réseau Wi-Fi qui est une extension de votre réseau qui est un réseau en général infrastructure. Quand on parle de Wi-Fi, on a différentes normes Wi-Fi. Alors les normes Wi-Fi, c'est un ensemble d'ailleurs de choses qu'on accumule dans une norme et qui permettent de dire à quelle version du protocole Wi-Fi vous travaillez et donc ce que chaque périphérique doit faire pour que ça fonctionne bien. Le Wi-Fi, il a commencé avec le Wi-Fi 802.11a et faut savoir que le Wi-Fi a été renommé depuis quelques temps de manière à essayer de simplifier sa compréhension pour le grand public parce qu'on avait des noms du genre B, G, N, AC, AX. Ça commençait à être un petit peu trop technique pour le grand public, et donc ça a été renommé très simplement en 1, 2, 3, 4, 5, 6. On peut pas faire plus simple, et comme ça, normalement, les gens savent à peu près de quoi ils parlent. Le Wi-Fi actuel, c'est le Wi-Fi AX, donc je vais descendre tout en bas, qui est le Wi-Fi 6, donc le Wi-Fi de génération actuelle. Alors quand je dis actuel, ce sont les matériels qui sortent actuellement, qui sont quand même des matériels haut de gamme. Sont toujours pertinents, comme le kit Deco M9+, que je teste, les Wi-Fi AC, qui sont le Wi-Fi 5, qui est maintenant un Wi-Fi d'ancienne génération, puisqu'il y a le Wi-Fi 6 qui est sorti, mais qui est tout à fait pertinent, et qui permet d'avoir déjà des débits de bonne vitesse, etc. Donc en général, en 2020, quand on va parler de Wi-Fi, on va parler de Wi-Fi N, de Wi-Fi AC, de Wi-Fi AX. En général, alors il existe évidemment des périphériques plus anciens qui sont toujours en Wi-Fi G et compagnie, mais en général, on va parler donc de Wi-Fi 4, de Wi-Fi 5 et de Wi-Fi 6. C'est l'état actuel un petit peu du marché, ce qui se vend encore à peu près. Et enfin, quand on parle de Wi-Fi mesh, on parle en général des normes K, R et V. Le K d'ailleurs est pas listé sur le... Alors c'est peut-être dans la version française, peut-être que dans la page américaine c'est listé. Le K, le R est ici pour le handover et le V est ici. Ce sont des normes de Wi-Fi mesh qui permettent non seulement de mieux gérer les conflits quand il y a des périphériques qui discutent en même temps, etc., mais aussi de gérer le handover, donc c'est-à-dire de transmettre d'un nœud réseau à un autre nœud réseau la connexion en cours de manière à ce que ça se passe
le mieux possible quand vous transférez la connexion existante d'un périphérique sur un autre nœud. Donc c'est le cas du Wi-Fi Mesh, ce que je vous expliquais quand vous avez plusieurs modules Wi-Fi, pour transférer votre smartphone par exemple du déco du rez-de-chaussée au déco à l'étage, et bien c'est comme ça, c'est par le protocole 802.11r. Voilà, donc le reste je vous laisse regarder plus en détail si vous voulez en savoir plus sur le Wi-Fi. En tout cas, je vous ai donné l'essentiel pour comprendre un petit peu de quoi est constitué les normes autour du Wi-Fi. Maintenant que vous avez normalement compris les différences entre Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, donc Wi-Fi N, Wi-Fi AC, Wi-Fi AX, vous devriez comprendre ce dont vous avez besoin en termes de réseau Wi-Fi. Wi-Fi AC, ici, dans mon cas de figure, c'est très bien. J'ai des débits de tout à fait bonne qualité, donc ça suffit largement à mon usage, mais si vous avez l'occasion, orientez-vous vers des kits AX, si c'est possible. Je sais que chez TP-Link, normalement, les remplaçants de ceux-là vont arriver en 2021, si j'ai bien compris. Normalement, c'est pas des infos officielles, c'est ce que j'ai vu sur différents forums. À voir, en tout cas pour le moment, ils ont des kits AC, et je pense que ça fait très bien l'affaire, donc c'est pas vraiment un gros souci. L'autre chose qu'il faut comprendre avec ce type de kit, c'est que c'est un kit Wi-Fi Mesh et que ça n'a rien à voir avec un répétiteur. Le kit Wi-Fi Mesh, contrairement au répétiteur, crée un réseau Wi-Fi unique dans votre logement. C'est-à-dire que vous avez un SSID unique, ou alors si vous avez un réseau invité, évidemment, vous pouvez avoir 2 réseaux SSID uniques, mais vous avez compris l'idée. Donc le mien s'appelle Guillaume, vous le voyez partout, puisqu'il s'écrit tout le temps quand je vous fais des vidéos. Ça veut dire que pour ce téléphone-là, ça va être complètement transparent. Que vous soyez, dans mon cas de figure, à la cave ou au dernier étage, vous êtes connecté sur le même réseau Wi-Fi, mais pas forcément sur le même appareil. Ça se fait de manière transparente, vous n'avez rien à faire en tout cas, une fois que les modules en eux-mêmes sont configurés dans votre application TP-Link, ou si vous avez choisi un autre kit dans votre autre application, ça se fera de manière transparente, vous baladerez chez vous, et vous garderez une bonne connexion à votre réseau Wi-Fi. Le répétiteur, ça n'a rien à voir, vous avez un module principal, et vous avez ensuite un autre module, alors éventuellement d'une autre marque, pour le coup, c'est pas obligatoire de rester dans la même marque avec un répétiteur, mais qui va ouvrir un autre réseau Wi-Fi, et dans ce cas-là, c'est vraiment un mode de répétition, c'est-à-dire que vous devrez vous connecter manuellement à cet autre réseau Wi-Fi, pour avoir accès donc à un réseau étendu, donc plus large que ce qui est disponible. En gros, c'est une galère avec un téléphone portable parce que dans ce cas-là, imaginez au rez-de-chaussée vous avez un réseau Wi-Fi, à l'étage vous avez un autre réseau Wi-Fi, faut changer de réseau Wi-Fi entre les deux si vous captez pas bien. Par contre, pour des périphériques non nomades, qui restent toujours dans une chambre ou dans un bureau, pourquoi pas après tout, parce que vous n'avez pas changé régulièrement de réseau Wi-Fi, donc ça peut être intéressant. Voilà en gros les différences entre répétiteur et Wi-Fi Mesh. Orientez-vous, franchement, si c'est pour ce type d'usage où vous captez mal et où vous avez des téléphones portables, des choses qui se déplacent dans le logement, orientez-vous vers un kit mesh, un répétiteur ne vous satisfera pas. C'est vraiment des besoins spécifiques, les répétiteurs. Ils ont même tendance, c'est une technologie qui a tendance à disparaître, au profit du Wi-Fi Mesh qui est beaucoup plus souple et beaucoup plus pratique d'utilisation. Par contre, attention, le Wi-Fi Mesh a beau être standardisé, c'est pas pour autant que si vous achetez par exemple 2 Deco M9, vous pouvez acheter un Link 6 je sais trop quoi pour mettre avec, ou un Netgear truc. Donc en tout cas, par exemple, dans le monde TP-Link, si vous voulez faire du Wi-Fi Mesh, vous devrez prendre, si vous prenez du Deco M9, vous devrez prendre des modules déco, forcément. Donc c'est des choses à prendre en compte, ne mélangez pas les marques, etc. Quand vous partez sur du Wi-Fi Mesh, vous restez dans la marque et le modèle, si possible, que vous avez choisi. Donc c'est des choses à prendre en compte dès le départ, si vous vous lancez là-dedans, prenez ce dont vous avez besoin. Bon, j'espère que mon aparté concernant les différentes technologies Wi-Fi, le Wi-Fi Mesh, les répétiteurs, etc. c'est clair, parce que maintenant on va s'orienter plus en particulier sur ce kit-là, mais on va revoir encore des notions qu'il faudra bien avoir à l'esprit si vous achetez un kit Wi-Fi Mesh. Le backhaul, etc. Donc des choses qui sont hyper importantes en Wi-Fi Mesh. Donc ce kit déco, il a deux manières d'être administré. Vous avez un frontal qui est une page web, donc vous vous connectez directement sur le déco principal. Si vous vous connectez en HTTP, donc via un navigateur, sur un déco secondaire, vous aurez une page qui vous proposera de mettre à jour le firmware. C'est déjà pas mal, mais c'est tout ce que va vous proposer le portail, il vous redirige pas vers le déco principal. Et par contre, si vous vous connectez sur le déco principal, vous aurez juste à mettre votre mot de passe TP-Link, et vous allez être connecté sur cette page-ci que vous voyez en arrière-plan. Par contre, c'est un kit grand public, donc l'objectif principal, c'est pas cette page HTML, c'est cette application mobile qui existe sur Android et iPhone. Je vais pas vous dire que moi ça m'enchante à 100%, ils ont eu quand même l'intelligence de rajouter ce portail web, bravo à eux parce qu'au départ c'était pas gagné, en tout cas c'était pas l'objectif principal, et ça se comprend, je le redis parce que si c'est pas assez évident, il faut vraiment que je pointe du doigt ça. C'est un kit Wi-Fi Mesh grand public. Son objectif, c'est d'être très accessible, de pas proposer énormément d'options, de pas écraser l'utilisateur par des termes trop techniques ou des choses qu'il ne maîtrise pas. L'objectif, c'est d'avoir quelque chose qui est vite mis en place. Il propose quand même des fonctionnalités importantes en termes de QoS, d'adressage, etc., donc de réservation d'IP et tout ça. Il propose vraiment ce qu'il faut
pour, je dirais, la majorité des utilisateurs, mais pour autant, son objectif c'est d'être accessible. C'est pour ça qu'il faut faire la différence avec un kit réseau Wi-Fi Mesh par exemple que vous pouvez trouver chez Ubiquiti, par exemple, kit Wi-Fi qui m'intéresse plus que celui-là, parce que là vous allez avoir du réseau, vous allez presque être proche du réseau pro, c'est-à-dire avec beaucoup d'options très techniques, qui vont, même si vous voulez investir du temps dessus, qui vont probablement dépasser la majorité des gens qui regarderont mes vidéos. Voilà, je veux pas me montrer un petit peu dédaigneux, mais c'est ça aussi que j'apprends en faisant ces vidéos, c'est qu'on n'a pas tous la même appréhension des objets connectés et des technologies, et que c'est très bien que des marques comme TP-Link proposent des produits accessibles et qui cachent la complexité des choses. Donc vous avez une appli web, mais ce sur quoi on va se focaliser, c'est cette appli mobile, qui est ma foi pas mal. Alors ici je suis en mode point d'accès. Voici donc l'application Android, je vous l'ai tué pour que vous voyez le temps de démarrage, vous voyez que c'est assez rapide. Vous avez en haut à gauche un menu qui permet de basculer entre vos différentes installations d'écho si vous avez plusieurs installations d'écho, mais comme c'est plein de données personnelles, je vous le montre pas. Ici aussi la possibilité de basculer entre vos différents réseaux d'écho, donc je pense que dans la majorité des cas vous en aurez qu'un seul. Là vous avez l'ensemble des notifications, donc quand un nouveau périphérique arrive sur le réseau, des choses comme ça, quand il y a une perte de connexion avec un boîtier d'écho, c'est ici que vous allez retrouver l'information générale, la notification en elle-même, et puis il y a une petite icône qui apparaît pour vous dire que vous avez de nouvelles notifications. Et en haut à droite le bouton plus, c'est le bouton que j'ai utilisé pour ajouter chacun des décos au kit, donc vous appuyez ici sur plus déco et vous choisissez ensuite votre module déco et vous pouvez les mixer entre eux. J'ai regardé sur le support, alors c'est pas idéal mais vous pouvez le faire. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter ce qui s'appelle appareil intelligent, donc là vous avez TP-Link, Philips Hue et autres, vous avez une liste de produits du genre prise connectée, lumière, etc. C'est quelque chose que je voulais tester, mais malheureusement, je pense que c'est très anecdotique comme fonctionnalité. J'ai essayé de brancher Philips Hue, ça n'a jamais marché, même en tirant un câble entre mon pont Philips Hue et le boîtier d'écho, ça ne fonctionnait pas, j'avais beau appuyer sur le bouton du pont Philips Hue. La partie domotique, etc. est très limitée. Je sais pas exactement comment elle fonctionne, mais en tout cas, moi j'ai pas réussi à la faire fonctionner. Donc ensuite, ici dans la zone du dessous, c'est la gestion de votre système d'écho. Donc quand vous appuyez sur le Internet, le bouton d'écho Internet, vous avez les équipements d'écho actuellement en ligne. Donc ici il y en a 3. On va prendre le déco principal. Si je clique sur le déco principal, c'est similaire avec tous les décos, mais vous avez les clients qui sont connectés actuellement sur ce nœud déco. Donc vous voyez 2 appareils qui sont connectés dessus. Vous voyez la possibilité aussi de régler ici la possibilité qu'ils soient en mesh ou pas. Donc si vous décochez cette case ici, ça désactive la capacité à cet élément-là de basculer de nœud d'écho en nœud d'écho. Ça peut être intéressant si vous voulez pas, si vous voulez forcer en tout cas un équipement d'être toujours connecté sur un nœud, donc pas de possibilité de roaming entre guillemets, ce qui peut être intéressant pour les appareils non nomades, des choses comme ça pour éviter qu'ils basculent d'un nœud à l'autre quand ils sont pile entre 2 zones. Pour chaque nœud, vous avez son débit actuel, donc ce qui transite sur ce nœud-là. Au-dessus, vous avez évidemment son IP, son adresse MAC, et vous pouvez renommer votre déco si vous voulez lui donner un autre nom. Ici, c'est le déco principal, mais si on va sur un déco secondaire, donc on va prendre bureau, vous voyez ici la notion de backhaul, notion que je vais vous expliquer un petit peu plus tard, mais on voit ici que les décos, enfin en tout cas le déco bureau est relié en Ethernet au déco principal. Donc ça, c'est la notion de backhaul, et puis vous voyez toujours ces possibilités de voir les clients connectés. Pour chaque déco, vous pouvez le redémarrer, le retirer complètement de votre installation et demander du support qui a l'air d'être assez réactif, en tout cas sur les forums, on me répond relativement rapidement. Ensuite, donc vous avez la possibilité de voir tous les appareils ici qui sont connectés actuellement, donc là c'est mon smartphone. Évidemment, chaque appareil arrive avec son nom qui est connu de lui, mais vous pouvez le renommer, donc moi c'est mon cas, je l'ai renommé. Vous pouvez aussi changer son icône si nécessaire, donc ici je pense avec le petit engrenage, voilà. Donc vous pouvez changer. Par exemple, moi je l'ai assigné en tant que téléphone, et puis vous pouvez voir différentes informations de connexion, comme son type de connexion, est-ce qu'il est en 2 Go, 5 GHz, quel est son déco sur lequel il est connecté actuellement, et puis s'il est en mesh, et dans quel emplacement il se trouve actuellement. Alors les emplacements, vous avez ici dans l'interface la liste des emplacements, et vous pouvez assigner à chaque produit un emplacement. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais en tout cas, bon, voilà, ça permet de le faire. Vous pouvez créer des pièces virtuelles dans la maison et assigner à chaque pièce les produits qui se trouvent dedans. Donc si je clique par exemple dans bureau, vous voyez les 2 produits qui sont actuellement dans le bureau. Voilà, ça sert à ça. Je sais pas si c'est super utile, mais en tout cas, vous voyez à quoi ça ressemble. Vous avez ici la possibilité de créer des automatismes ou des raccourcis. Donc ça vous permet de faire un petit peu de domotique, mais domotique Wi-Fi. J'ai pas trouvé vraiment de cas d'utilisation super intéressant à cette section-là. Donc je vais pas approfondir la chose. En tout cas ici, vous pouvez créer des actions, par exemple piloter des lampes, des verrous, des interrupteurs. Alors j'imagine que c'est le produit TP-Link, parce que pour le reste, j'ai pas réussi à faire marcher. Mais vous pouviez piloter, normalement vous êtes censé pouvoir piloter
des lampes Philips Hue, donc c'est censé permettre ça. Et au-delà de ça, vous avez aussi la capacité de créer des automatismes autour de ces choses-là, donc dire par exemple de telle heure à telle heure, ou sur un événement, etc. Vous pouvez déclencher des choses. Mais moi j'ai pas réussi à le faire marcher, je pense pas que ce soit un élément déterminant de ce kit-là, donc je le passe sous silence. La dernière section et la plus importante, c'est la section de configuration de votre kit déco. Donc ici, même si c'est marqué paramètres du routeur, je ne suis pas en mode routeur, je suis en mode point d'accès. Vous pouvez régler votre Wi-Fi en activant ou non les bandes de 2 Go 4 et 5 Go. Vous pouvez aussi spécifier votre SSID avec évidemment un mot de passe, que vous pouvez évidemment partager. Quand vous cliquez sur partager, c'est le partage standard Android, donc par presse-papier, SMS, mail et compagnie. Vous pouvez aussi spécifier un réseau d'invités que vous pouvez activer ou désactiver. Le truc que j'ai pas apprécié, alors c'est remonté sur le forum TP-Link et le support l'a pris en compte, donc je ne sais pas quand est-ce que ça arrivera, mais j'espère qu'ils vont le faire. Le réseau d'invités n'est pas isolé du réseau principal. Donc vous pouvez l'activer ou le désactiver en 2 Go 4, 5 Go avec un SSID spécial et un mot de passe spécial, ce qui veut dire que vos invités, au lieu de leur passer vos identifiants Wi-Fi de votre réseau principal, et ça permet en tout cas d'éviter qu'ils aient accès à tout et tout le temps. Donc quand vous n'avez pas d'invités chez vous, vous coupez et c'est réglé. Par contre, normalement, les réseaux invités sont séparés des réseaux principaux pour éviter justement qu'en plus un invité ait accès, par exemple, je sais pas, à votre NAS ou à un partage réseau. Des choses par exemple qui sont stockées en local chez vous sur un NAS, sur un dossier non sécurisé, je sais pas, du partage de vidéos, d'images ou je sais quoi, que des invités ne devraient pas avoir accès. Eh bien ça, normalement, ça devrait être isolé, et c'est pas le cas. Il n'y a pas de VLAN ou de choses comme ça qui sont mis en place, et donc ça a été remonté parce que c'est vraiment un problème de sécurité. Donc même si ce réseau d'invités, vous pouvez le désactiver, ce qui est déjà pas mal, le réseau d'invités n'est pas isolé. Vous avez la possibilité de lancer des tests de débit, donc ça vous permet de voir si vos systèmes d'écho sont bien connectés à Internet. La liste noire des appareils que vous ne voulez plus voir sur votre réseau d'écho. Alors ça c'est bien si vous avez des gens de passage chez vous, parce que sinon, je vois pas pourquoi vous voudriez enlever des éléments de votre réseau, autant les couper. Vous pouvez aussi lancer automatiquement les mises à jour de votre système d'écho. Donc en plus de pouvoir flasher directement en local chaque déco avec un fichier image, vous pouvez aussi lancer la mise à jour automatique. Là, mon test, j'ai fait avec des décos qui sont en version 1.3.0. Et enfin, le plus important, les réglages avancés qui sont assez limités, puisque ici, je le répète, je suis en mode point d'accès. L'itinérance rapide, qui permet donc, à partir d'un nœud déco donné, de faire de l'itinérance vers un autre nœud déco. Donc tout ça, vous pouvez l'activer ou pas, ça permet d'avoir un mode compatibilité si vos appareils chez vous ne le supportent pas bien. Le beamforming, pareil, c'est une technologie au niveau des antennes, etc., pour améliorer la réception sur certains appareils que vous pouvez désactiver. Le contrôle LED qui a deux modes, en gros, donc on-off déjà, donc vous pouvez couper les LED, la petite LED que vous voyez sur le dessus, complètement, ou avoir un mode de nuit, donc c'est-à-dire à certains horaires, couper les LED. C'est pratique si vous avez ça dans une chambre ou dans un séjour où vous accueillez des gens pour dormir, et éviter qu'il y ait une lumière permanente qui éclaire la pièce. Vous avez vu ici le mode opératoire point d'accès, je vais cliquer dessus dans un instant pour passer en mode routeur pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et les notifications, donc les notifications c'est ce que je vous ai dit, la petite icône qui était en haut à droite, pour vous dire si vous avez des mises à jour, des nouveaux appareils qui arrivent sur votre réseau, etc. Ça se coupe globalement et en plus vous pouvez finement régler quelle notification vous voulez ou pas. Vous avez aussi le WPS dans ce menu là, le WPS permet, alors c'est du WPS push, je crois pas qu'on puisse y mettre un code PIN parce que vous avez deux modes, vous avez WPS push, vous appuyez sur un bouton et puis ensuite sur un autre périphérique vous pouvez l'associer en Wi-Fi, et vous avez le WPS PIN qui lui nécessite de taper un code à 4 chiffres sur l'appareil que vous voulez, sur lequel vous voulez lancer l'association Wi-Fi. Et puis ensuite vous lancez le WPS, et sur l'autre périphérique, par exemple un smartphone qui rejoindrait votre réseau, vous tapez ce code PIN, c'est pour vérifier que n'importe qui ne peut pas hacker le WPS et rentrer sur votre réseau au moment où vous appuyez sur le bouton. J'ai pas vu de moyen de rentrer du code PIN, mais en tout cas vous avez ça permet très facilement de rajouter des appareils Wi-Fi sur votre réseau Wi-Fi sans échanger de mot de passe, de clé Wi-Fi, etc. Je rappelle aussi que vous avez HomeCare qui est fourni avec TP-Link, moi je l'utilise pas, mais vous avez un rapport mensuel de ce qui s'est passé sur votre réseau avec le nombre de périphériques connectés et compagnie au jour le jour, et puis un rapport au mois, donc pour savoir en moyenne combien vous avez d'appareils connectés. Donc moi en moyenne vous voyez que je suis à entre 5 et 8 appareils connectés dans mon logement, donc ça dépend en fonction des jours. Ça vous donne un ordre de grandeur, donc ça c'est juste les périphériques Wi-Fi hein, évidemment, puisque j'utilise principalement en point d'accès. Et enfin, vous avez ce dernier bouton là qui vous permet d'ajouter des gens pour administrer votre système d'écho. Donc si chez vous par exemple vous voulez plusieurs personnes qui aient accès à ce panneau là, eh bien vous pouvez rajouter d'autres personnes avec d'autres comptes TP-Link distincts qui ont accès à avec des droits différents, qui ont accès à ce panneau de config.
J'en profite aussi, du coup, pour vous montrer l'application web. Vous allez voir, j'y vais très vite, parce que le portail web, c'est un clone de l'application mobile, donc vous n'aurez pas plus d'informations, c'est juste qu'elle est affichée différemment, et ça vous évite d'avoir à aller sur votre téléphone si vous avez besoin de faire un réglage. Donc jetons un coup d'œil à l'interface web pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà l'interface web, l'interface HTTP pour administrer votre kit déco. Interface qui, je le répète, n'était pas existante à l'origine des kits déco, elle a été rajoutée après coup, il y a eu des retours clients qui ont été faits sur les forums de TP-Link, et TP-Link est vraiment très à l'écoute des retours qui sont faits. J'étais étonné quand j'ai posé plusieurs questions d'ailleurs sur les forums, de voir à quel point ils prennent en compte les retours et modifient dans les firmwares suivants, pour prendre en compte justement les besoins des utilisateurs. Donc ils ont rajouté cette interface web qui est basique, je vous l'accorde, par rapport à d'autres routeurs qui sont purement sur interface web et qui proposent beaucoup plus de fonctionnalités. Ici, donc en haut ici, c'est un onglet en fait. Donc si je vais dans la partie internet, normalement quand je suis en vrai routeur, je devrais voir ici mon adresse, l'adresse en fait de mon opérateur, donc d'Orange. Ici j'ai l'adresse de ma Livebox en interne, c'est-à-dire que ma Livebox m'a attribué à ce kit déco une adresse interne qui est en 192.168.1.33, donc c'est aussi une adresse interne. C'est pour vous faire comprendre que je suis en double adressage. Alors les gens qui comprennent l'adressage IP comprendront que je suis en double adressage, que c'est pas terrible, mais que de toute façon on peut pas faire mieux sur ce type d'installation. Donc vous avez de toute façon un statut de votre connexion internet qui est remonté, le statut des décos, donc vous voyez ici le déco principal et puis les décos secondaires. Vous avez la possibilité de savoir quel est le nom de votre déco, son adresse, les réseaux SSID qui sont déployés, des petites barres de progression pour la charge CPU et la charge mémoire. Donc évidemment après ça vous pouvez basculer sur chaque déco pour avoir plus d'infos. Et vous avez aussi une petite cartographie de votre réseau, donc pour savoir quel type de produits sont connectés actuellement sur votre réseau et quel type de connexion Wi-Fi ils utilisent, donc ici du réseau 2 Go 4 ou du réseau 5 GHz. Donc voilà, vous avez toutes ces infos exactement comme dans l'appli mobile. Et puis ici, vous avez la possibilité aussi de voir des informations plus avancées. Donc toutes les informations ici, comme le réseau invité et votre réseau principal, s'ils sont activés et tout ça, le channel qui est utilisé. D'ailleurs, le channel n'est pas modifiable, ici j'ai l'impression. J'ai pas en tout cas trouvé de moyen, c'est-à-dire que sur le plupart des kits, vous pouvez changer ici le channel. Là, moi, je ne peux pas. Et vous voyez que dans système, j'ai que des logs, des réglages pour choisir mon fuseau horaire, et puis la possibilité de rebooter. Voilà, donc au final, assez peu de choses dans cette interface web. Ça vous permet juste de voir l'état de votre installation, et c'est de toute façon pas une priorité dans l'installation déco, puisque la priorité est clairement, je vous le redis, à l'application mobile. Mais je voulais absolument vous montrer cette interface web parce que je la trouve assez pauvre, assez dénudée en termes de fonctionnalités, et si vous êtes comme moi et que vous avez l'habitude d'avoir des routeurs avec des interfaces web assez complètes, vous allez être déçus, donc je préfère vous la montrer pour que vous soyez pas surpris au moment de l'utilisation de ce kit déco, que vous sachiez quel est l'état actuel en tout cas de cette interface. Vous devez voir qu'il manque pas mal de fonctionnalités. Il manque pas mal de fonctionnalités, je vous en ai parlé parce que ici, je suis en mode opératoire, donc sur la partie interface mobile, on le voit bien, point d'accès. Et là, c'est le dernier point qu'il faut que j'aborde. Désolé, cette vidéo va être décidément extrêmement complète en termes de points techniques, mais je suis obligé en fait de faire ça parce que sinon vous ne comprendrez pas comment bien intégrer un kit Wi-Fi à votre logement. Donc, il y a deux manières de gérer du Wi-Fi dans un logement. La première manière, c'est de dire votre box opérateur continue à faire les opérations de base, donc le routage réseau, etc. Donc c'est votre box opérateur qui va assigner des adresses à tous vos périphériques. Donc chaque périphérique a une adresse réseau, cet ordinateur, ce smartphone, etc. Et c'est l'adresse réseau au sein de mon réseau qui leur permet de communiquer entre eux, de savoir où ils se trouvent et de s'échanger des messages. Soit c'est votre box opérateur qui fait ce routage, soit ça peut être ce kit-là. Et l'élément réseau qui fait ce routage-là, qui assigne les adresses, etc., ça s'appelle un routeur. Donc ce kit ici a la possibilité d'avoir un routeur. Le routeur, c'est forcément sur le kit le déco principal, donc celui qui va avoir le lead, on va dire, sur les autres, donc celui qui va être le déco maître. Ici on le voit, sur l'interface web, on voit que ici, j'ai alors celui qui s'appelle Custom One, c'est parce que vous pouvez renommer vos décos, donc Custom One, c'est mon déco qui se trouve au sous-sol, qui est sur onduleur, etc. C'est lui qui a le lead, et c'est lui qui pourrait être routeur si j'activais le mode routeur. Donc la première manière d'aborder un réseau domestique, c'est de couper le Wi-Fi de votre box opérateur, et d'utiliser ce kit Wi-Fi Mesh en tant que point d'accès. Quand je parle de point d'accès, c'est-à-dire qu'il n'a aucune fonctionnalité de routage,
ce kit déco. Donc son objectif, c'est pas d'attribuer des adresses IP à vos machines, ce n'est pas de faire de la qualité de service ou des choses comme ça. Son principe, c'est d'ouvrir un point d'accès Wi-Fi, comme je vous l'ai dit, en Wi-Fi mesh, point d'accès Wi-Fi à SSID unique et compagnie. Vos périphériques se connectent dessus, et son objectif, c'est de faire en sorte de faire ce qu'il faut pour que vos périphériques sans fil aient accès à votre routeur, donc votre box opérateur. Et votre box opérateur ensuite se charge du reste, leur attribuer des adresses, envoyer des requêtes au bon périphérique, donc soit sur internet, soit en local chez vous, etc. Ça, c'est la partie point d'accès Wi-Fi, c'est juste déléguer la gestion de votre Wi-Fi à ce kit-là. Ensuite, vous avez la possibilité d'avoir un mode routage. Routage où vous avez de la qualité de service, où vous avez du DHCP, donc l'attribution dynamique d'adresse IP, du statique DHCP, donc l'attribution fixe d'adresse IP à vos machines, du VPN, des choses comme ça. Donc ça, ce sont des fonctionnalités avancées qu'on a uniquement en mode routage. Pour l'application mobile, vous voyez qu'il faut choisir ce mode routeur, qui nécessite un démarrage complet de l'installation, mais qui a un prérequis. Prérequis que je ne remplis pas chez moi, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble sur l'application dans un instant. Mais le prérequis, c'est que votre box opérateur supporte le mode qui s'appelle Bridge, qui a aussi d'autres noms, mais un mode où vous pouvez débrayer toutes les fonctionnalités de routage de votre réseau domestique, donc de chez vous. Moi, mon opérateur, c'est Orange Soch. Les Livebox Play, les Livebox 5, je crois, la nouvelle, ne supportent pas du tout ce mode-là. Donc, chez Orange, on considère que l'utilisateur est un peu idiot sur les bords. On lui fournit tout ce qu'il faut comme fonctionnalité pour qu'il puisse se connecter à Internet, utiliser sa connexion Internet, etc. Mais par contre, on ne lui permet aucune délégation de fonctionnalités en termes de réseau, en tout cas de gestion de réseau, chez lui. Pour ça, il faut partir sur du Livebox Pro et tout ça, ça coûte une fortune. Vous n'avez même pas chez Orange l'adresse IP fixe, qui est super utile quand vous faites de la domotique pour avoir une adresse IP unique, pour être joignable sur Internet. Ça, vous l'avez pas. Dans mon cas de figure, je vais vous activer le mode routeur donc sur ce kit via mon smartphone. Mais évidemment, mon retour va être très limité parce que j'ai pas pu l'utiliser parce que ma box ne le permet pas. Donc, les opérateurs qui le permettent, j'ai pas la liste exhaustive. Renseignez-vous, demandez à votre opérateur, ils sont là pour ça. Vous les payez tous les mois, donc ils peuvent bien répondre à vos questions. Je sais que chez Orange et Soch, donc mon cas de figure à moi, ce kit-là, vous l'utiliserez en mode point d'accès. Et puis chez Free, par contre, qui était mon opérateur précédent, ça reste un opérateur qui est plus à l'écoute en termes des nouvelles technologies et des capacités qu'ont les utilisateurs chez eux. Lui propose un mode modem sur ces Freebox. Donc lui, vous pourrez désactiver toutes les fonctionnalités que c'est sur la box et activer le mode routeur sur le kit TP-Link sans problème. Alors, je pourrais activer le mode routeur quoi qu'il arrive quand même sur ce kit. Il va faire un deuxième adressage réseau qui va lui être propre. Mais ensuite, ça me crée plein de soucis sur mon réseau local. Donc, c'est pas quelque chose que je vous conseille du tout. Je vais le faire pour la démo pour vous montrer quelles sont les fonctionnalités. Mais c'est pas quelque chose que je vous suggère de faire. Je vais maintenant activer le mode routeur. Donc, tout va redémarrer chez moi, mais ça va me permettre de vous montrer à quoi ressemble exactement l'interface graphique du mode routeur. On est reparti dans l'interface graphique, donc toujours Android de l'application mobile, mais ce coup-ci en mode routeur. Vous voyez que ça se passe plutôt mal, puisque j'ai déjà un déco qui est inaccessible, celui-là il sera toujours inaccessible, faut que je passe en Wi-Fi, et puis ça se dégrade pas mal. C'est pour ça que je suis pas passé en fait en mode routeur, ça pose trop de problèmes sur mon adressage, avec ma Livebox en fait, qui crée des problèmes avec le routeur activé dans le système déco. Vous voyez ici que vous avez en plus l'antivirus et le contrôle parental que vous pouvez activer. Donc c'est un antivirus qui est intégré directement dans le système déco, c'est pas un antivirus que vous installez sur votre PC, tablette ou autre. Donc ça peut être intéressant, vous avez détection d'intrusion et compagnie. Mais vous pouvez par défaut c'est désactivé et vous pouvez l'activer si vous le souhaitez. Et un contrôle parental, donc avec des plages horaires ou des sites qui ne doivent pas être atteignables. Donc ça c'est pareil, contrôle parental, etc. C'est pas des choses forcément que j'ai testé. Donc je vous indique que ça existe, mais voilà, je vais pas vous donner mon avis si ça marche bien ou pas, puisque je l'ai pas essayé. Ce qui est intéressant, c'est de voir ici la configuration du système déco qui a changé. Forcément, maintenant on est vraiment en mode routeur. Donc, partie Wi-Fi, etc., rien n'a changé, mais vous voyez, quand on va dans Avancé, par exemple, là on voit des nouvelles choses. On voit par exemple des supports plus avancés, donc vous avez l'IPv6 qui apparaît, vous avez la possibilité ici de choisir quel est votre espace d'adressage. Donc ici, par défaut, mon système déco se met en 192.168.1, et toute la plage d'IP qui suit. Il a un serveur DHCP activé, ici, donc pour choisir quelle est la plage adressable pour vos périphériques qui vont rejoindre votre système déco. Il a le support des VLAN, vous pouvez brancher sur un des ports du déco une box TV, ce qui permet d'être compatible avec certains protocoles IPTV pour certains opérateurs. Évidemment, chez Orange, je vous l'ai dit, ça ne marche pas.
Vous pouvez cloner votre adresse MAC, donc répliquer l'adresse MAC qui vient de votre box opérateur en mode modem en tant que adresse MAC à vous. Vous pouvez faire de la réservation d'adresse, donc ça c'est intéressant, c'est des beaux DHCP statiques. Donc vous pouvez assigner toujours à un périphérique la même adresse, ce qui permet, surtout quand vous faites des serveurs, de la domotique, des choses comme ça, de savoir que vos appareils sont toujours à la même adresse. C'est plutôt pratique, ça permet de faire des liens entre les périphériques. Ça évite d'utiliser des noms de périphériques et puis de les voir des fois changer d'adresse, etc. à chaud. Moi je vous conseille en tout cas de faire toujours du DHCP statique et en plus sur vos systèmes domotiques de mettre des adresses IP fixes. C'est quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus fiable. Ensuite, pour accéder depuis l'extérieur de votre système, vous avez le port forwarding, donc ça vous permet par exemple, si vous avez une box domotique, de mettre son port HTTP visible de l'internet pour qu'on puisse y accéder, etc. Vous avez un système de DIN DNS, donc de DNS dynamique. Si votre fournisseur d'accès ne vous propose pas une IP fixe ou que l'IP est un petit peu compliqué à retenir, vous pouvez assigner un nom. Alors ça va être en .tp-link, quelque chose, et vous pouvez assigner un nom où votre système d'écho va être accessible de l'extérieur, donc c'est plus facile pour le retrouver. Par exemple, pour accéder à votre box domotique, vous pouvez faire un truc du genre maboxdomotique.moncheznmoi.tp-link.com. Quelque chose comme ça. Le protocole SIP, c'est le protocole de téléphonie sur IP, mais ça, il y a peu de gens qui l'utilisent, mais en tout cas, il est compatible, et vous avez ici le réglage possible. Et puis ensuite, les autres, vous les avez déjà vus, ces réglages-là, c'est les réglages du mode point d'accès, donc ça, je reviens pas dessus. Et en plus, donc vous avez cette section-là qui est apparue, la section Home Care, alors qui a le contrôle parental et l'antivirus comme dans l'écran précédent, ce que je vous ai montré, qui a la possibilité de définir des qualités de service. Donc si par exemple vous faites du jeu, vous pouvez choisir, donc avoir un profil jeu, donc assigner des machines, que ce soit un PC, un téléphone ou je ne sais trop quoi, vous l'assignez à la QoS jeu, et ensuite les décos entre eux vont s'assurer de prioriser les trafics qu'ils voient passer, pour mettre en avant, alors suivant si c'est du jeu par exemple, c'est privilégier la latence. Si c'est de la télévision, des choses comme ça, donc du streaming, c'est peut-être privilégier le débit si vous avez besoin de regarder en Ultra HD. Donc tout ça, il s'en occupe en interne et vous avez donc une gestion de QoS interne. Et le reste, on l'a déjà vu. Donc voilà en gros ce que rajoute le système routeur. C'est à la fois basique et suffisant pour une utilisation, je dirais que 90-95% des gens vont s'y retrouver. Et puis les 5 à 10% restants, évidemment, ont l'habitude d'avoir des interfaces beaucoup plus complexes, avec des fonctionnalités plus avancées. Et là, évidemment, c'est un petit peu en retrait parce que ça reste, je le dis, un système grand public qui propose l'essentiel, mais pas le superflu ou le top du top que un petit groupe de personnes aurait besoin. Un truc qui est super important, c'est la notion de backhaul ou de raccordement entre vos nœuds Wi-Fi mesh. Donc ici, on voit qu'il propose du tri-band, mais je vais vous expliquer exactement, en gros, comment ça marche, dans la manière simple, en tout cas, comment ça marche pour raccorder ces modules entre eux. Qu'est-ce que c'est que le backhaul, etc. C'est-à-dire comment on raccorde ces différents nœuds Wi-Fi mesh entre eux, quelles sont les technologies, etc. Et pour ça, je vous montre avec le déco qui est dans mon bureau, donc le déco qui est juste ici. Comme je vous l'ai expliqué, quel que soit d'ailleurs le module déco, ils sont tous connectés à un réseau câblé, c'est-à-dire ici j'ai un RJ45 qui part dans le mur, qui va directement de mon switch au sous-sol. Le déco est câblé, donc j'ai absolument aucun souci du coup de qualité de réseau, tout va bien. Je pense que c'est essentiel quand on fait du Wi-Fi mesh d'avoir des modules Wi-Fi qui sont connectés, qui peuvent déjà le faire, et ensuite qui sont connectés sur du réseau câblé. Pourquoi ? Parce que c'est important que vos périphériques sans fil, donc ici par exemple votre smartphone, puisse se connecter sans fil à cette borne, mais ensuite une fois que vous êtes dans la borne, repartir en sans fil vers une autre borne, ça rajoute de la latence, ça rajoute éventuellement aussi une baisse de débit. C'est embêtant, alors quand c'est un smartphone pour regarder une vidéo, en général ça se passe bien, et encore ça dépend de la distance entre les deux bornes, si vous passez sur du Wi-Fi. En général, si vous avez la possibilité, en tout cas parce que c'est pas possible dans tous les logements, moi ça a été extrêmement compliqué, je remercie à nouveau, je crois que je l'avais déjà dit, mais je remercie à nouveau mon père qui m'avait aidé pour tirer ce câble-là dans la gaine, une gaine de câble d'antenne. Ça a été extrêmement compliqué, mais depuis que j'ai du réseau câblé ici dans le bureau, j'ai plus aucun souci de réseau, forcément, puisque je suis en gigabit, je pourrais même être en 10 gigabits si je voulais, j'ai plus aucun souci de débit. Donc j'ai une espèce d'épine dorsale dans mon logement, où tout est câblé, et le Wi-Fi est ensuite réparti par ces bornes via le port RJ45. Mais vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Le kit déco permet de faire, et d'autres kits aussi permettent de faire des choses différemment. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui est intéressant sur ce kit déco, c'est que vous avez non seulement ici une prise RJ45, mais vous avez un chaînage avec une autre prise RJ45. Vous avez deux manières d'utiliser ce kit-là. Soit vous câblez de manière à ce que le réseau par exemple arrive sur une borne et vous le faites repartir sur une autre borne, vous avez un petit switch interne gigabit, et donc ici vous pouvez mettre un switch.
soit vous voulez éviter les problèmes de débit, etc. Et en fait, ce que vous faites, c'est que vous branchez directement, donc par exemple ici, ce câble-là, sur un switch, et ensuite les autres périphériques sont connectés dessus, et ce switch, vous tirez un câble sur ce module-là TP-Link, ce qui évite qu'il soit en rupture, qu'il va passer tout le trafic, et qu'il vous ralentisse le débit. Pourquoi j'ai fait comme ça? Parce que dans mon cas de figure, moi, pour des pseudo-soucis d'économie d'énergie, je sais pas après ça combien j'y gagne, je coupe tout quand je suis pas chez moi, donc je coupe, vous voyez j'ai une prise connectée ici, mais je coupe à la fois la multiprise et cette prise qui est ici, donc j'ai deux interrupteurs en fonction de ce dont j'ai besoin, ce qui fait que ça me coupe ici mon switch, et puis j'ai pas mon PC, j'ai pas mon NAS qui tourne en permanence, donc du coup je consomme rien, mais ça me coupe aussi mon Wi-Fi, donc ça me coupe l'accès à internet à certains de mes modules sans fil, ce qui est embêtant. C'est pour ça que je l'ai câblé comme ça, c'est parce que du coup, j'ai le réseau qui passe toujours dans cette borne-là, et ensuite le réseau qui repart ici. Si jamais c'est branché, du coup ça a du réseau. Si jamais c'est pas branché, c'est coupé électriquement, ce TP-Link-là, ce module d'écho, continue à avoir du réseau. Alors voilà pourquoi j'ai fait ce câblage-là, et ce qui est bien, c'est que ce module permet les deux câblages, et ça, c'est pas tous les modules mesh qui ont ce type de possibilité-là, donc soit vous le câblez en direct sur un switch, sur votre prise murale, etc., soit vous pouvez aussi l'utiliser comme un switch de port, pour repartir derrière vers un autre switch. Alors maintenant, parlons du backhaul. Qu'est-ce que c'est le backhaul? C'est le lien qui relie les différents nœuds d'un réseau Wi-Fi mesh. Donc le backhaul, en général, sur un réseau Wi-Fi mesh, la plupart des modules vont vous proposer un backhaul Wi-Fi 5 GHz. Donc vous aurez un lien dédié 5 GHz entre les différents modules. C'est bien, mais je vous l'ai expliqué, vaut mieux partir sur du câblé, c'est pour ça que je parle de réseau câblé et je vous explique comment j'ai fait. C'est idéal parce que vous aurez le débit maximal, la latence minimale, etc. Vous aurez vraiment ce qu'il y a de mieux. Partir avec du backhaul sans fil, c'est problématique parce que parfois vous aurez des baisses de débit, etc. Mais parfois on n'a pas le choix, donc je le redis, je comprends tout à fait qu'on le fasse comme ça. C'est aussi une possibilité de ces kits-là, mais attention, certains kits Wi-Fi ne proposent pas de backhaul Ethernet, et ça c'est embêtant. Donc je vous montre ici ce que ça donne sur l'application. Donc vous avez la liste de mes 3 modules nœuds, en tout cas Deco M9. Je vais dans celui du bureau, et vous allez avoir ici source du signal, et on voit que c'est marqué Deco principal Ethernet. Ça veut dire que son backhaul ici est Ethernet, ça veut dire qu'il est relié au Deco principal, qui est le nœud principal du Wi-Fi mesh, il est relié en Ethernet, et donc toutes les communications, donc à partir du moment où mon smartphone envoie le requêtage par exemple pour voir une page internet, ça part en Wi-Fi sur ce module-là, et ce module-là communique via ce câble Ethernet au module qui est au sous-sol. Et là, vous avez vraiment l'efficacité maximale. Le module au sous-sol fait suivre la demande à ma box Livebox, qui envoie sur Internet, etc. Enfin, vous avez compris l'histoire, en gros, mais c'est le plus efficace possible. C'est possible de basculer sur du backhaul Wi-Fi, donc c'est possible aussi de connecter entre eux ces modules via du Wi-Fi. Pour ça, je vais vous simuler ce fonctionnement-là, parce que ce qui est sympa, donc là, je débranche le câble en live, ce qui est sympa, c'est que alors même si le module TP-Link va râler, on le voit ici, vous voyez qu'il clignote en rouge, il va râler, mais il supporte à chaud le changement de backhaul, c'est-à-dire que si vous avez une perte de réseau Ethernet, etc., il peut partir en backup sur du backhaul Wi-Fi, et puis vous pouvez aussi décider dès le départ de l'installer en Wi-Fi, donc de ne pas avoir de lien Ethernet qui relie les différents modules. Donc là, il va lui falloir un petit peu de temps, il va essayer de retrouver ses copains, et dès qu'il a retrouvé ses copains, je vous montre qu'est-ce qui se passe. Voilà, le nœud vient de revenir à l'instant, il clignote vert, donc ça veut dire qu'il a retrouvé ses petits copains. Ça prend environ 30 à 40 secondes pour basculer d'un backhaul Ethernet en Wi-Fi. Ça peut paraître long, mais il y a beaucoup de modules qui sont dans les choux quand ça se passe, donc c'est déjà très bien qu'il supporte ça. Vous voyez qu'il a basculé. Je vais vous montrer dans l'application ce qui se passe. C'est intéressant aussi de voir dans l'application. Donc là, l'application en elle-même, je vais la rafraîchir. Voilà, on voyait qu'elle disait que le module avait été perdu, puisque vous pouvez aussi avoir un statut des modules en fonction du cas de figure. Donc je reviens dans Bureau, et vous allez voir ici, voilà, le backhaul, ici, il est bien configuré en Wi-Fi. 2,4 GHz, 5 GHz. Donc maintenant, il est connecté. Alors ici, il a choisi de se connecter au déco principal. Il va faire son choix en fait en fonction. Alors ça c'est pas à vous de le régler, ça se fait automatiquement. Il va voir en fonction des autres décos. Il va choisir de préférence le déco principal pour faire son backhaul, donc il va se connecter directement. Mais si le signal Wi-Fi du déco principal est trop faible, il va basculer sur un de vos autres nœuds, donc il aurait pu choisir salon. Il se trouvait que pour lui c'était plus efficace de se connecter directement sur le déco principal, il a choisi déco principal. En tout cas, vous voyez que vous basculez donc en Wi-Fi, donc il faut 30 à 40 secondes. Et ensuite, donc maintenant ce qui se passe, c'est que pour vous reprendre le cas de figure, donc là ici c'est comme si j'avais plus de prise du tout Ethernet, donc ce module-là est purement Wi-Fi maintenant. C'est peut-être le cas de figure dans lequel vous allez configurer vos modules Wi-Fi, je vous le conseille pas à nouveau,
c'est moins bon en termes de débit. Mais qu'est-ce qui se passe? Ici, vous avez 2 sorties Ethernet. Ces 2 sorties Ethernet, j'ai un câble, toujours le même câble, hein, j'ai le câble qui se relie ici à mon switch TP-Link. Et bien maintenant, du coup, tous ces produits-là, donc ici j'ai mon PC, mon NAS, sont connectés en sans fil sur mon déco principal, donc qui est écrit ici, le déco qui est connecté sur le backhaul de ce module-là. Voilà, en gros, vous avez l'idée de ce qui se passe, c'est-à-dire que je peux avoir des périphériques même non mobiles, donc un PC fixe, qui est relié en Wi-Fi directement sur mon nœud principal qui ensuite est en réseau câblé, donc part sur internet, etc. Ce qui est intéressant aussi, là je vais vous le montrer à nouveau en live, c'est qu'on peut rebasculer d'un backhaul Wi-Fi à un backhaul Ethernet. Par exemple, en cas de coupure de courant, etc., si vous avez des modules redondés, eh bien vous pouvez très facilement, donc ici je recâble, et vous allez voir, alors ça prend quelques secondes, là normalement le module ne devrait pas râler, ça va aller assez vite, je vais revenir en arrière, je vais rafraîchir, et puis on va voir si ça a fonctionné. Donc vous voyez, la partie Wi-Fi est partie, donc normalement dans quelques secondes, ici je vais le rafraîchir, mais normalement dans quelques secondes il va bien me dire qu'il est connecté en Ethernet. Voilà, c'est quasiment instantané, le câblage, le passage Wi-Fi vers Ethernet, donc le recablage. Donc si vous avez une panne d'Ethernet, vous voyez qu'il faut 40 secondes en gros pour qu'il rebascule en Wi-Fi, et quasiment instantané pour qu'il rebascule en Ethernet. C'est vraiment très satisfaisant, il n'y a pas beaucoup de kits qui se comportent aussi bien dans ces cas de figure-là, et c'est étonnant pour du kit grand public que ce soit aussi bien géré. Ça fait très sérieux, franchement, c'est le genre de choses sur lesquelles il faut pas hésiter à se renseigner avant, parce que quand ça marche pas, c'est vraiment embêtant, et là vous avez quelque chose qui marche vraiment très bien. J'ai fait des tests dans toutes les pièces de ma maison, d'ailleurs dans la chambre vous pouvez voir un cadre photo qui vient de la collection de mon frère, puisque mon frère prend des photos, comme ça vous pouvez admirer en même temps ce qu'il produit. Dans ces différentes pièces, il y en avait 2 où j'avais particulièrement du mal à capter avec la Livebox, c'est la cave et la chambre. J'ai des gros murs porteurs dans la maison, et c'est vraiment un calvaire en termes de réseau Wi-Fi. Et même si les chiffres que vous pouvez voir ici sont pas extraordinaires, ils sont toujours meilleurs, largement meilleurs que ce que j'ai pu avoir avant. Là où les chiffres se sont effondrés, c'est dans le jardin et dans l'allée, où là vraiment, dès qu'on franchit les murs périphériques de la maison, je perds énormément en termes de débit, et donc ça devient compliqué de pouvoir maintenir une connexion internet, en tout cas autant passer en 4G quand on est dans des débits comme ça. Alors pour faire un résumé, actuellement avec ma connexion VDSL2, j'ai du 37,2 mégabits en download et du 12,4 mégabits en upload, et vous voyez à droite la liste des débits que j'ai obtenus. Il y a quelques débits qui sont incohérents, comme en particulier celui du garage, puisque dans le garage c'est là où j'ai mon déco principal. Ce que je pense qui s'est passé, c'est que je suis resté connecté sur le déco du séjour, donc un étage au-dessus, et le protocole mesh a patienté un certain temps avant de me basculer sur une autre connexion, et donc du coup c'est pour ça que j'ai les débits d'un plafond, ou d'un plancher en parpaing, et c'est pour ça que la qualité de réseau est pas au top. Vous voyez que ça reste des débits qui sont pas si éloignés que ça du débit théorique que je pourrais avoir si j'étais directement branché en câblé, sauf quand je suis à l'extérieur. Là vraiment je vous le dis, hein, quand je suis à 5 à 7 mètres du mur périphérique de ma maison, donc côté jardin, les débits s'effondrent. C'est problématique, mais ça supposerait qu'il faut que j'installe un autre module si je veux avoir en plus du Wi-Fi dans le jardin. Arrivé à cette partie de la vidéo, il faut maintenant que je vous parle précisément de ce que j'ai pensé de ce kit Wi-Fi là, Wi-Fi Mesh Deco M9+, en particulier. Normalement, vous avez tout compris maintenant sur les technologies Wi-Fi, Mesh, répétiteur, et puis comment brancher tout ça dans votre installation chez vous. Mon objectif, c'était aussi que vous compreniez ça. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi ce kit-là est pertinent en termes de réseau Wi-Fi Mesh, et quelles sont les 2-3 limitations que je vais trouver par rapport à mon utilisation au quotidien. Je le redis parce que je sais que ça brusque certaines personnes, ce kit m'a été offert, c'est pas pour autant que je suis complaisant quand on m'envoie quelque chose gratuitement ou pour un prêt. Je pense que si vous avez l'habitude de suivre mes vidéos, vous le voyez, que j'ai toujours un avis assez tranché sur les produits, et que c'est pas le fait de me l'offrir qui va vous faire dire que c'est le meilleur produit que j'ai jamais vu. Mais bon, je préfère vous le repréciser, que ce soit bien clair, et aussi que ce kit-là coûte quand même 349 €. Alors actuellement chez Amazon, et c'est super problématique pour moi parce que ce sont des produits qui varient énormément en termes de prix, et le prix joue beaucoup sur le rapport qualité-prix, donc si je dois vous le conseiller ou pas. À 349 €, ça devient limite, mais c'est quasiment son prix le plus cher historique, donc c'est un peu embêtant. Je vous avais tweeté au mois de décembre, je crois, pendant le Black Friday, ce kit était descendu à 200 €, je crois. Je reprends mon historique. C'est Keepa, hein, l'extension que j'utilise, Keepa. Ce kit était descendu à, 210 €. À 210 €, fallait se lâcher, hein. Là, franchement, un kit Wi-Fi Mesh 3 points
de cette qualité-là à 200 €, fallait l'acheter. Si vous n'avez pas acheté le kit au moment où je vous ai envoyé, je vous ai tweeté l'information, bah c'est bien dommage pour vous. Vous voyez maintenant qu'il est à 350 €. À 350 €, c'est un peu plus compliqué parce que vous avez face à ça des Ubiquiti, des choses comme ça, qui coûteront pas beaucoup plus cher, qui sont beaucoup plus pro. Mais en même temps, si vous êtes pas à l'aise déjà avec tout ce que j'ai expliqué dans cette vidéo, et que vous voulez un kit facile d'accès, je pense pas que vous vous orienterez vers ce kit-là. Mais en tout cas, vous êtes similaire aux compétiteurs du marché, donc Netgear, Linksys et tout ça. Donc le prix actuel va pas forcément vous faire rêver, mais suivez bien les prix sur Amazon, c'est comme la bourse, Amazon, les prix varient tout le temps, et donc mettez-vous un suivi de prix dessus. J'utilise donc Keepa, j'utilise d'autres outils pour ça, j'ai fait des vidéos dédiées pour vous expliquer comment suivre les prix sur Amazon. Donc vous n'avez quasiment aucune excuse si vous ne le faites pas. Je vous ai vraiment partagé tout ce que je sais sur la manière de suivre les prix et de faire des bonnes affaires. Donc si vous ne faites pas de bonnes affaires, moi malheureusement je n'y peux plus rien. Ce kit donc Deco M9, moi je vous conseille plutôt de partir sur le kit de 2 éléments. Sauf si vous avez des besoins très importants en termes de surface. Alors surface au sol. Donc si vous avez, je sais pas, une maison de 200 ou 300 mètres carrés, je sais pas, ça peut être votre cas. Dans ce cas-là, oui, pourquoi pas partir sur un kit à 3 éléments. Ou alors si vous avez plusieurs niveaux, 3 à 4 niveaux dans votre logement, là, oui, partez aussi peut-être sur ce type de kit, de manière à faire en sorte que le réseau Wi-Fi soit le mieux réparti partout dans votre logement. Donc sinon le kit 2 éléments lui coûte beaucoup moins cher. Alors c'est pareil, les prix sont très variables, mais le kit 2 éléments est actuellement à 240 €, il est plus abordable. Ça sert à rien de partir sur 3 éléments si vous n'avez pas besoin de toute façon des 3 éléments. Et puis je vous l'aurais dit, hein, l'élément tout seul s'achète, donc et ça vous coûtera plus cher, mais partez sur un kit de 2 si vous pensez avoir besoin d'un kit de 2, et si jamais un jour le besoin se fait sentir, ne tardez pas trop, évidemment, il faut toujours qu'il soit disponible, mais partez sur le rachat d'un 3e élément pour le rajouter à votre kit. C'est évolutif, donc c'est aussi ça qui est intéressant dans le Wi-Fi Mesh. Aller au-delà de 3 modules, je ne sais pas si c'est possible, je vais me renseigner sur les forums, je vous mettrai la réponse ici. Je pense que ça l'est, mais je suis pas complètement certain, donc je me renseignerai avant de vous dire des bêtises. En tout cas, il faut partir sur ce budget-là, vous voyez que c'est un budget conséquent, on est au-delà des 300 € pour ce type de kit, sauf bonnes affaires. Moi je le placerai en tout cas dans les 300 €. Si vous le trouvez à 300 €, ça reste quand même une bonne affaire, quelque chose d'intéressant, et surtout, il propose des fonctionnalités, même si c'est du grand public, il propose des fonctionnalités essentielles pour gérer proprement une configuration réseau. Ce kit TP-Link, je le trouve hyper sérieux en termes de finition, en termes de fonctionnalité. Vous avez quand même 2 ports Ethernet gigabit, vous pouvez chaîner au niveau des ports Ethernet gigabit, vous avez du backhaul qui est à la fois sur une bande dédiée Wi-Fi 5 GHz et en réseau Ethernet et en mixte. Hein, je vous ai expliqué, vous pouvez avoir du backhaul Ethernet entre par exemple le module principal et un module secondaire, et si le troisième est pas atteignable, vous passez en Wi-Fi 5 GHz. En plus c'est modulaire, donc il peut faire un pont soit sur un des modules secondaires, soit directement sur le module principal. Donc tout ça c'est très très bien conçu, très très bien pensé, et tous les kits le font pas. Donc c'est important de voir que même sur un kit, alors c'est certes un kit haut de gamme, mais sur un kit grand public, ce type de fonctionnalité essentielle, je dirais, pour du Wi-Fi Mesh est géré. Donc non seulement backhaul Ethernet, mais aussi en mixte. Vous avez aussi du matériel très performant, donc ici ils mettent bien connecté plus de 100 périphériques, et c'est un des apports majeurs de ce type de kit. Vous avez un processeur qui est relativement puissant, avec suffisamment de mémoire, pour gérer beaucoup de périphériques. Je sais pas, comptez chez vous combien vous avez de périphériques connectés en Wi-Fi, ça peut être intéressant. Alors pas que en Wi-Fi, parce que d'ailleurs, si vous l'utilisez en mode routeur, et câblé à des switches, etc., il prend aussi en compte les périphériques câblés. Donc comptez combien vous avez de périphériques chez vous. Je pense que c'est compliqué d'arriver à 100 périphériques, mais si vous faites de la domotique, que vous avez beaucoup de petits modules Wi-Fi ou des choses comme ça, vous devez quand même arriver à des chiffres qui sont impressionnants par rapport à ce qu'on peut imaginer. Mais ça fait beaucoup, et donc c'est aussi ça qu'il faut prendre en compte, des modules qui aient des processeurs puissants, etc., pour que ce soit derrière pratique à l'utilisation, que vous n'ayez pas des pertes de débit quand vous passez du gaming à autre chose. Donc en gros, ce kit déco, je ne peux que vous le conseiller. Ça va dépendre évidemment du prix auquel vous l'achetez, hein, parce que si là il dépasse les 350 €, je vais pas vous dire d'aller l'acheter, évidemment ça commence à faire très cher, mais vous avez vu, on voit ici le suivi de prix, quand vous atteignez la barre des 300 €, je pense que ça devient intéressant. Si vous êtes en dessous des 300 €, là c'est clairement un kit super intéressant. C'est un kit grand public, je repointe une dernière fois ça du doigt, mais attention, c'est un kit grand public, donc il y a certaines fonctionnalités que vous n'aurez pas. C'est pas très grave, moi je vous le dis, hein, franchement elles me manquent pas ces fonctionnalités-là, donc si elles me manquent pas à moi, c'est très probable qu'elles ne vous manquent pas à vous, mais c'est important de le savoir parce que une fois que vous êtes lancé là-dedans dans ce budget-là, c'est dommage de se rendre compte après coup que vous n'avez pas les fonctionnalités que vous avez besoin. Et c'est bien pour ça que je vous ai présenté via les applications, etc., quelles sont les fonctionnalités de ce kit-là,
Comme ça, vous faites votre choix et vous comprenez exactement ce que vous pouvez faire avec ce kit. En tout cas, moi clairement, c'est un kit que je vous conseille. Il est sympa, il fonctionne très très bien, il s'intègre très facilement, il est complet en termes de fonctionnalité parce que c'est pas un kit c'est pas un kit au rabais en termes de Wi-Fi mesh et tout ça. On voit que c'est bien pensé. Il est que Wi-Fi AC, c'est le truc un petit peu dommage à ce niveau de prix là. En 2020, maintenant, moi j'attendrai du Wi-Fi AX, donc j'espère que la gamme Wi-Fi AX de TP-Link va arriver prochainement. En tout cas, c'est un kit qui est bien conçu, qui chauffe pas tant que ça, même s'il chauffe un petit peu, qui est puissant, qui a un Wi-Fi de qualité, bien géré, une application qui fonctionne bien. Donc c'est un kit que je peux vous conseiller, en tout cas moi j'utilise au quotidien, qui me plaît bien, et si vous avez des questions dans le futur, bah évidemment moi je continue à l'utiliser, donc n'hésitez pas à me les poser, je pourrai y répondre dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'essayer de vous assister dans votre utilisation de votre kit Wi-Fi. Après ça, pour les conseils plus généraux, est-ce qu'il vaut mieux le kit A ou le kit B, là je pourrais pas vous répondre parce que moi je ne possède pas d'autres kits Wi-Fi mesh ou d'autres routeurs, donc c'est pas moi qui vais vous faire un comparatif des 25 meilleurs routeurs du marché, je les ai pas et j'aurai pas de toute façon le temps de le faire. Donc voilà, moi je peux juste vous dire ce que je pense de ce kit là, et ce kit là est franchement sympa. Voilà, bah j'espère que vous avez tout compris sur le Deco M9 de chez TP-Link, que vous avez tout compris sur le Wi-Fi mesh et comment bien installer du Wi-Fi chez vous. En tout cas, j'ai essayé de faire une vidéo la plus complète possible pour que vous ayez les billes pour acheter votre kit Wi-Fi, que ce soit celui-là ou un autre. N'hésitez pas à regarder, donc en description vous aurez mes liens affiliés si vous voulez acheter ce kit là ou un autre. Les liens affiliés, bah, ils me servent à avoir une commission, vous ça vous coûte rien mais moi ça me permet derrière d'acheter du matériel pour vous le présenter sur ma chaîne, ou d'acheter du matériel qui sert à filmer, à enregistrer l'audio, la vidéo, la lumière, etc. Enfin, tout ce qui m'est nécessaire, les logiciels de montage, tout ce qui m'est nécessaire pour vous faire ce contenu. Donc n'hésitez pas à regarder dans la description, vous aurez tout ça. Voilà, bah merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci à TP-Link d'avoir enrichi mon équipement d'un réseau Wi-Fi beaucoup plus qualitatif que ce qu'il était. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!